C'est parti. Parfait, donc merci Laurent. Donc bonjour tout le monde pour cette nouvelle session du deuxième cycle handicap et RSE. Je vous souhaite la bienvenue et permettez-moi tout d'abord de faire un petit rappel d'aspects techniques pour assurer une bonne visualisation de ce webinaire. Donc premièrement, nous vous prions de se renommer, mettre votre nom, prénom et votre organisation si possible et le pays. Donc ça permet de se connaître et de garder lors des échanges un œil sur vos coordonnées. Alors, nous vous prions aussi de garder votre micro et caméra désactivés, essentiellement pour des soucis de connexion et pour assurer une qualité de connexion-transmission assez forte. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager vos remarques, recommandations, donc commentaires, questions dans la partie chat. Par la suite, professeur Hajar Makri aura le plaisir de les restituer au fur et à mesure de chaque présentation et d'ouvrir le débat à la fin du webinaire. Alors, sans tarder, je passe la parole à Hajar pour introduire ce webinaire. Merci Hajar. Merci, cher professeur Hind, pour d'avoir rappelé ces éléments essentiels. Professeur Hind, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Chaeb Kali. Vous faites la RSE, je l'ai dit et je le redis, vous faites la RSE, votre combat de tous les jours, mais vous en avez fait aussi votre axe de recherche principal, terrain d'intervention de recherche. Donc, je vous félicite pour tout l'effort que vous avez fait et je félicite à travers vous le comité d'organisation pour l'organisation de ce webinaire et d'avoir choisi ce thème très, on va dire, important. Alors, chère audience, chers intervenants, bienvenue à ce webinaire dédié à l'intégration des personnes en situation de handicap dans les chaînes d'approvisionnement à travers les achats responsables. Donc aujourd'hui, nous explorerons un axe très important de la RSE en mettant en lumière le rôle fondamental des achats responsables comme catalyseur pour favoriser l'inclusion. Donc, nous aurons le plaisir d'accueillir des intervenants de premier plan qui partageront leur expertise et leur expérience, leur point de vue, leur vision dans, dans le domaine. Donc, nos intervenants nous aideront à découvrir des stratégies pratiques afin de promouvoir l'équité, la diversité et la croissance économique inclusive en intégrant les personnes en situation de handicap. Donc, nous aurons une session de discussion riche en perspectives, en solutions pratiques, et nous espérons que cette session de discussion vous inspirera à apporter des pratiques plus inclusives et plus équitables au sein de vos organisations. Donc, pour un cadrage thématique général, nous accueillons Madame Joëlle Boyer. Donc, Madame Joëlle Boyer, vous avez une expertise solide et diversifiée dans le domaine des achats responsables, de la RSE et des droits de l'homme aussi. Donc, vous allez nous apporter une contribution précieuse à la promotion des pratiques commerciales durables et inclusives. Donc, en tant que Head of Responsible Sourcing and Supplier Relationships à l'Agence française de développement, vous avez conçu et vous avez mis en œuvre des approches novatrices en matière de sourcing responsable et de relations fournisseurs. Donc, vous êtes aussi, Madame Boyer, fondatrice de RSE et DEP, ce qui fait de vous une intervenante essentielle à cette discussion. Donc, nous avons hâte d'écouter ce que vous avez à nous dire. Voilà, merci beaucoup Hajar. C'est quelqu'un, ouais, tu vas mettre ma présentation, Hind, je crois, ouais, voilà. Merci. Bonjour, donc on peut passer au slide d'après. C'est à moi de la passer? Ah oui, je peux la passer en fait, c'est ça?
Ouais. Alors, bonjour à tout le monde. Merci à RSE EPD de m'avoir et à Handicap International de m'avoir invité à intervenir. Je suis ravie d'intervenir sur ce sujet donc, que je pratique depuis longtemps, comme l'a dit Hajar. Et, et en particulier, je suis vraiment contente d'intervenir sur le sujet des chaînes d'approvisionnement, du devoir de vigilance et de comment on peut utiliser ces deux thèmes pour inclure les personnes en situation de handicap dans les chaînes d'approvisionnement mondialisées. Et puis, alors, je vais vous faire un tout petit aveu, c'est qu'en fait, j'interviens depuis les États-Unis où je suis en déplacement. Donc, pour moi, il est 4 heures du matin, donc j'espère que tout va bien aller. Voilà. Alors, on peut passer. Ouais, je crois que je peux tourner mes slides. Je ne suis pas sûre. Je te laisse tourner les slides, Hint. Alors, on peut passer à la page d'après. Donc, tout d'abord, dans une première partie, on va prendre conscience, en fait, de pourquoi les chaînes d'approvisionnement et les achats responsables, c'est un levier légitime, mais peu exploité encore pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors, tout d'abord, ce qu'on peut noter, c'est que dans les années 90, il y a eu une explosion des échanges internationaux et il y a eu de plus en plus de grandes entreprises, mais même des entreprises de toute taille, qui se sont mis à acheter en fait dans des pays éloignés. Ça a été beaucoup l'Asie au début, parce que production pas chère, mais c'est aussi l'Afrique pour les matières premières. Et quand on regarde le développement, hein, c'est que la vision, ça serait que l'Afrique soit un pays d'approvisionnement, mais aussi de produits transformés, donc pour des entreprises mondialisées situées en Europe, aux États-Unis, au Japon. Alors, ensuite, il faut savoir que les chaînes d'approvisionnement mondialisées représentent un emploi sur 5 dans le monde. Donc, travailler sur ces achats responsables, c'est utiliser ce potentiel, ce gisement d'emploi pour inciter des entreprises à employer des personnes handicapées. Donc, quand je dis des entreprises, c'est en gros des donneurs d'ordre, donc des entreprises clientes qui vont demander à leurs fournisseurs dans leur chaîne d'appro, qui vont mettre en place des choses pour que chez leurs fournisseurs, il y ait des personnes handicapées employés, ou alors pour faire appel à des entrepreneurs en situation de handicap. Et ensuite, il faut aussi avoir en tête que les achats responsables, c'est un élément essentiel de la RSE, de la démarche RSE d'une entreprise, puisque les achats représentent 50 à 80% du chiffre d'affaires d'une entreprise, en général, hein, dans ces grandes entreprises. Donc, une entreprise qui se dit responsable doit avoir des achats responsables. Donc, tu peux cliquer, parce qu'il y a un autre point. Et ensuite, le constat qu'on peut faire, c'est que les personnes en situation de handicap n'ont absolument pas la place qui leur revient dans les chaînes d'approvisionnement. On en voit, mais on en voit encore trop peu, des initiatives donc, pour inclure des personnes en situation de handicap dans les chaînes d'approvisionnement. On peut passer au slide suivant. Donc maintenant, ça, c'était le premier élément de contexte, c'est que une opportunité énorme pour l'emploi des personnes handicapées, avec les achats responsables, mais en même temps, peu utilisé. Maintenant, on va regarder qu'en plus, depuis quelques années, ce qu'il y a en plus, c'est qu'il y a un cadre normatif très fort, quand même assez contraignant, qui s'est mis en place surtout sur l'Europe pour inclure donc les personnes, qui permettent d'inclure les personnes en situation de handicap dans les chaînes d'appro. Alors, tout d'abord, il y a eu des lois nationales que vous pouvez voir en bas, lois françaises, allemandes, mais aussi d'autres pays. La loi française et la loi allemande, c'est les plus fortes, hein, les plus complètes. Ensuite, on a eu une directive européenne sur le reporting de durabilité. Il faut savoir que cette directive, elle a été votée il y a 2 ans à peu près, oui, c'est ça, il y a 2 ans. Et maintenant, elle est passée dans les lois, dans les droits nationaux, dans les pays européens. Donc maintenant, ça va devenir effectif pour les entreprises. Et cette directive, elle impose un certain nombre d'obligations de reporting sur la chaîne d'approvisionnement et sur ce qu'une entreprise met en place pour assurer des achats responsables. Et ensuite, donc, il y a une directive européenne sur le devoir de vigilance qui a été
adopté donc, en 2023 par l'Europe et qui va être petit à petit mise en place dans les droits nationaux. Donc ça fait un contexte qui est assez propice pour aller voir des donneurs d'ordre et leur dire faites quelque chose aussi en faveur des personnes en situation de handicap. On verra qu'il y a encore d'autres arguments. Et ensuite, je cite aussi une autre loi qui existe dans plusieurs pays, mais en particulier aux États-Unis, qui est en fait le Supplier Diversity Act, donc loi pour les fournisseurs de la diversité, et qui en fait met en place un certain nombre de dispositions pour que les donneurs d'ordre ou les grandes entreprises qui achètent donc auprès de fournisseurs issus de la diversité. Donc ça peut être ethnique, mais c'est aussi donc des fournisseurs handicapés ou donc d'entreprises avec beaucoup de personnes handicapées. On peut passer à la slide suivante. Après, vous pouvez vous dire, je parle beaucoup des entreprises, de lois qui existent en Europe ou aux États-Unis, mais et pas, vous allez vous dire pourquoi ça inclut pas l'Afrique, mais c'est comme je l'ai dit au départ, l'Afrique a un rôle à jouer dans les chaînes d'approvisionnement mondialisées et il faut accroître ce rôle. Et je peux vous dire, c'est pas juste une idée, des agences de développement, hein, travaillent sur ce sujet, sur heu, accompagner les entreprises, favoriser la RSE dans les échanges entre l'Afrique et l'Europe, entre l'Afrique et les États-Unis, via les achats responsables. Alors maintenant, j'ai utilisé un nom, qui peut vous sembler barbare, qui est, le devoir de vigilance, et je vais essayer d'expliquer ce que c'est. Le devoir de vigilance, en fait, c'est quelque chose qui est issu, d'une convention, enfin ou d'un outil des Nations unies, donc qui date de 2010 et qui porte sur une obligation, en fait, de devoir de vigilance pour les entreprises. Donc c'est quelque chose qui est volontaire, mais après, comme bon là, je l'ai montré sur le slide d'avant, c'est que c'est quelque chose qui s'est, retranscrit donc dans les droits nationaux, en particulier en Europe. Et en fait, ce devoir de vigilance, il repose sur 5 piliers et c'est que en fait, une entreprise, elle a les 5 obligations que vous pouvez voir sur ce slide. Tout d'abord, une entreprise doit cartographier ses risques RSE. Donc, est-ce que dans ces chaînes d'appro, par exemple, si on achète de la fraise au Maroc, on sait qu'il y a des enjeux de travail, en particulier de travail des femmes, dans les plantations de fraises au Maroc. Si vous achetez, des, des pareil alors je prends des exemples asiatiques, mais si vous achetez des objets qui viennent d'Asie, vous savez que dans ces pays, les conditions de travail ne sont pas bonnes, et voilà. Donc c'est établir d'abord ces risques. Ensuite, c'est en fonction des risques qu'on aura identifiés, c'est de mettre en place des procédures d'évaluation de ces fournisseurs, hem, fournisseurs et sous-traitants et ça veut dire, c'est de se dire: voilà, mes fournisseurs de fraises au Maroc, c'est, j'achète à telle entreprise et eux, ils achètent à des plantations de telle zone, telle zone, telle zone. Donc je dois les évaluer plus précisément pour voir s'il y a des risques sociaux et environnementaux. Voilà, donc ça, c'est deuxième étape. Troisième étape, c'est de mettre en place des actions adaptées pour atténuer ou prévenir les risques, et en particulier donc les risques en matière de droits humains puisque ce devoir de vigilance donc, en ce qui nous concerne, il porte sur tout ce qui est développement durable donc, droits humains et environnement. Ensuite, c'est l'obligation pour les entreprises d'avoir en place un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements sur les risques. Et enfin, c'est avoir un dispositif de suivi des mesures mises en place pour voir si elles sont efficaces ou pas. Donc c'est ces 5 piliers et le devoir de vigilance donc, il faut savoir, nous on l'utilise dans la RSE, c'est utilisé pour les droits humains et l'environnement, mais c'est aussi, un principe qui peut être utilisé plus largement pour d'autres risques, de l'entreprise. Hem, donc très bien, on peut passer au slide suivant, merci. Et ensuite donc, un dernier élément de contexte, c'est que pour les grandes entreprises, les achats responsables, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que c'est un enjeu réputationnel. C'est-à-dire que, un «scandale» entre guillemets qui se passerait dans une de vos usines, ou dans une plantation ou dans une mine, dans la chaîne d'appro, hein, enfin pour un donneur d'ordre, hein, un scandale qui s'y passerait, hem,
pourrait mettre en cause donc, la réputation de l'entreprise. Donc, il y a des entreprises qui en ont fait les frais. Donc là, je vous ai mis des exemples, un Nike, Twitter. Alors, Twitter, là, c'est pas sur les achats responsables, mais c'était pour montrer un exemple sur le handicap. Hein. Et puis aussi donc, sur les chaînes d'approvisionnement. Et en fait, juste pour l'exemple sur Twitter, en fait, c'est pour montrer que une entreprise peut être aussi montrée du doigt pour un élément de discrimination envers des employés. Donc ça, un enjeu réputationnel. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que ça devient pour les très, très grandes entreprises comme Nestlé ou L'Oréal ou Unilever, un enjeu de performance de l'entreprise. C'est qu'elles se rendent compte que si elles ne disent pas à leurs fournisseurs de prendre soin de leurs travailleurs, eh bien, quelque part, finalement, leur chaîne d'approvisionnement sera fragilisée. Donc là, j'ai cité un exemple qui concerne l'Afrique. Mais Nestlé donc a promis d'investir 1,3 milliard d'euros entre 2022 et 2030 pour accélérer les revenus du cacao en Côte d'Ivoire. Alors c'est pas un exemple sur, les personnes handicapées, mais ça serait bien qu'on puisse trouver de tels exemples dans le futur. Je ne sais pas s'il y a des questions, à ce stade ou si on continue? Ou sinon je vais passer donc au concept et pratique des achats responsables. Donc on peut alors avancer peut-être? Mais dites-moi, enfin, vous pouvez, Aja, tu peux m'interrompre s'il y a un problème enfin, s'il y a des questions. Alors, maintenant, je vais venir à la définition des achats responsables. Donc, il faut savoir qu'il y a une norme ISO qui est dédiée aux achats responsables. C'est la norme ISO 20400 et qui établit qu'un achat responsable est un achat de biens ou de services auprès d'un fournisseur ou d'un prestataire sélectionné pour minimiser les impacts environnementaux et sociétaux et favoriser les bonnes pratiques en termes d'éthique et de droits humains. Voilà, on peut passer à la slide d'après. Donc ça, c'est la définition. Alors, quels sujets sont couverts par les achats responsables? Donc, c'est des sujets de droits humains. Donc, c'est en particulier ceux qui sont cités là, on ne va pas les lire, mais et en particulier les conventions fondamentales de l'OIT, et en ce qui nous concerne, la discrimination. Et sur les autres thèmes, ce qu'on peut voir, c'est que c'est des sujets qui peuvent atteindre aussi des personnes handicapées. Donc, par exemple, on peut avoir des mauvaises conditions de travail pour des personnes handicapées qui sont employées. Et bien là, c'est légitime, au titre des achats responsables, de dire aux fournisseurs, eh ben non, tu dois améliorer tes pratiques, en particulier envers les personnes handicapées. Voilà. Mais aussi, surtout, on peut s'appuyer, on va le voir sur la page d'après, sur la discrimination. Donc ça, c'est les thèmes des droits humains. Il y a aussi les thèmes environnementaux et les thèmes d'éthique. Très bien, on peut passer le slide. Et puis après, j'ai mis plus en détail sur les droits humains, qui sont ce qui intéresse particulièrement ce qu'on fait. Donc pour la discrimination, j'ai cité en fait le code de conduite de LVMH qui interdit toutes sortes de discrimination, donc fondées sur, donc c'est les thèmes en fait de l'OIT, et il y a le handicap, voilà, qui est à la fin. Donc, vraiment, il faut savoir que c'est dans les textes de ces entreprises, de LVMH, mais de bien d'autres, où c'est de leur code pour les fournisseurs, qui disent, eh ben voilà, on interdit à nos fournisseurs toute forme de discrimination, y compris pour le handicap. Donc, c'est vraiment légitime de s'appuyer sur ces codes de conduite et sur les exigences des donneurs d'ordre auprès des fournisseurs pour faire avancer l'emploi des personnes handicapées dans les chaînes d'appro et le recours à des entrepreneurs handicapés. Slide suivant. Et maintenant, donc dernière partie, j'espère que je suis dans les temps, c'est comment agir. Donc, comment peut-on intégrer le handicap dans les achats responsables de manière concrète quand on est une organisation en Afrique? Alors, j'imagine que dans l'assistance, il y a des personnes très différentes, enfin très différentes, avec des rôles très différents, mais vous pouvez, donc si vous êtes fournisseur en Afrique, vous pouvez essayer de travailler avec des donneurs d'ordre internationaux en leur disant, ben voilà, vous avez une politique achat responsable, et ben, et faites quelque chose avec nous
en faveur du handicap. Ça, c'est une première possibilité, mais c'est aussi si vous êtes donneur d'ordre en Afrique, vous pouvez aussi mettre ça en place parce que si vous êtes donneur d'ordre en Afrique pour travailler donc avec des fournisseurs, avec un axe handicap, mais si vous faites ça, en tant que donneur d'ordre en Afrique pour vos fournisseurs, vous êtes peut-être aussi, le fournisseur d'une entreprise, d'un donneur d'ordre international. Donc là, j'ai essayé de donner des exemples. Donc une démarche achat responsable, elle va comprendre une politique achat responsable ou une approche sur les achats responsables. Ensuite, donc, il va y avoir un choix des fournisseurs selon leur politique RSE. Puis, il y a l'évaluation de la RSE des fournisseurs. Et ensuite, comme action, il y a l'accompagnement des fournisseurs. Il y a des partenariats donc en faveur des fournisseurs. Donc, j'ai mis des exemples, en fait, pour vous montrer que le handicap a sa place dans ces actions. Et puis aussi, juste, je vais revenir, c'est qu'en fait, dans ces sujets, en fait, c'est ça recoupe, mais pas uniquement, en fait, le principe de vigilance. Je n'ai pas mis toutes les étapes de la démarche, hein, achat responsable, mais j'ai mis les principales et comme vous pouvez voir, ça fait écho à ce qu'on a vu sur le devoir de vigilance. Donc après, j'ai mis des exemples. Donc par exemple, en termes de politique achat responsable, L'Oréal, donc produits de toilette et de parfum donc international, leur politique RSE, c'est sharing beauty with all. Donc, c'est partager la beauté avec tous. Et c'est le tous qui est important, parce que quand on dit tous, ben, ça veut dire qu'il faut être inclusif dans sa démarche RSE, mais donc y compris dans ses achats responsables. Et L'Oréal le fait vraiment. Donc, ils ont plusieurs éléments notoires. Je vais en citer un qui n'a pas de lien avec le handicap, mais c'est qu'ils se sont engagés à d'ici 2030 à faire que tous les employés de leurs fournisseurs directs, stratégiques, aient un salaire décent. Donc, pas seulement le salaire minimum légal, mais un salaire décent. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une mesure extrêmement forte parce que ça veut dire c'est travailler avec beaucoup de fournisseurs pour être sûr que les employés de ces fournisseurs ont des salaires décents. Mais en plus de ça, donc ils ont une politique d'achat responsable inclusive et qui en particulier comprend un volet pour le handicap, donc que j'ai mis à droite en exemple de partenariat. Donc c'est L'Oréal a fourni une action qui s'appelle Solidarity Sourcing, donc des approvisionnements de solidarité, où en fait l'idée c'est de faire appel à des fournisseurs qui emploient des personnes en situation de vulnérabilité. Donc en 2021, il y a eu 89 000 bénéficiaires depuis que ce programme a été mis en place, dont 2 500 personnes en situation de handicap. Donc c'est encore beaucoup trop peu, mais il y a beaucoup de femmes en fait dans les 89 000. Mais donc ça veut dire que, par exemple, si vous êtes une entreprise africaine ou une association africaine qui veut favoriser l'emploi dans des entreprises handicapées, vous pouvez aller voir L'Oréal en leur disant: «Ah ben j'ai vu que vous avez ce programme, donc on peut l'utiliser, j'aimerais peut-être voir pour en profiter». Donc ça, Euh, c'est 2 éléments. Après, il y a un autre élément qui est clé, c'est choisir les fournisseurs dans leur RSE et au moment de ce choix, et beh, il y a, donc on appelle ça le sourcing aussi, hein, c'est au moment de ce choix, il y a des choix qui peuvent être faits en faveur des personnes, en situation de handicap. Donc vous pouvez faire appel à des entrepreneurs en situation de handicap en tant qu'entreprise donneuse d'ordre, hein. Vous pouvez faire appel à des fournisseurs qui ont une politique RH en faveur des personnes en situation de handicap et vous pouvez peut-être faire appel, ça je ne sais pas, comment c'est développé en Afrique et à quel point dans tel pays, mais à des entreprises adaptées ou des entreprises, qui ont des statuts spécifiques ou une approche spécifique, et qui emploient donc un fort taux de personnes en situation de handicap. Voilà, et puis enfin, il faudra mesurer ce que vous faites. Alors, je pense que, hem, heu, hint de passe les slides, hein, je pense qu'il me reste plus beaucoup de temps. Mais donc on peut comme on vient de le voir, c'est qu'il y a 3 approches pour intégrer, les personnes en situation de handicap dans les chaînes d'approvisionnement et il y a donc faire appel à des entrepreneurs en situation de handicap, intégrer l'emploi des personnes en situation de handicap, dans les critères de choix de ses fournisseurs et ensuite, choisir des entreprises donc adaptées, spécifiques pour les personnes handicapées comme prestataires et fournisseurs. Et ça permet d'avoir un certain nombre de bénéfices pour la réputation, pour utiliser aussi la compétitivité des entrepreneurs, handicapés et nourrir une politique RSE qu'on peut passer
Et en dernier, on verra donc les modes d'action possibles des organisations de la société civile, parce que je crois qu'il y a un certain nombre d'OSC avec nous. C'est que pour essayer d'actionner ce levier des achats responsables pour favoriser l'emploi des personnes handicapées en Afrique, donc vous avez plusieurs techniques. Donc vous pouvez faire du plaidoyer incitatif. Donc j'ai mis des exemples, hein, on ne va pas les voir en détail, mais plaidoyer incitatif. Vous pouvez dénoncer des entreprises qui auraient des comportements pas du tout appropriés envers l'emploi des personnes handicapées. Vous pouvez accompagner des entreprises quand elles veulent pratiquer des achats responsables en faveur des personnes handicapées dans l'emploi, hein. Il y a aussi de l'aide juridique et enfin, vous pouvez aussi faire de la recherche pour montrer, par exemple, comment c'est efficace de faire ça et par exemple, Handicap International le fait. Donc j'ai mis des exemples de campagnes. Je pense qu'on peut passer, je ne sais pas si c'est le dernier slide ou s'il y en a un autre, mais voilà, c'est bon, par exemple, dans les questions, s'il y a des OSC qui veulent poser des questions sur comment vous pouvez ou proposer des réponses sur comment positionner une OSC en faveur de l'emploi des personnes handicapées dans les chaînes d'appro des grands donneurs d'ordre. Voilà, on peut. Merci pour votre écoute. Et voilà, on peut. Je laisse Ajar reprendre la main. Merci. Ajar, on ne t'entend pas. Alors, ah oui, je n'entends pas, Ajar. Je ne sais pas s'il y a des questions. Mais bon, Alors, je pense que Haja, elle a des soucis de connexion, ça a redémarré. Alors, en l'attendant, je vous remercie, Madame Joël, pour cette présentation très riche sur le concept. Alors, pour maîtriser mieux le temps, je propose donc d'enchaîner avec la présentation de Monsieur Ayman et donc de laisser donc le temps par la suite à l'échange et questions-réponses. Ça vous va? Donc, il y a des questions, mais juste pour ne pas déborder, donc éviter le risque de dépasser le temps. Donc voilà, je propose qu'on ça, donne la parole à Ayman. ça marche. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Donc, Ayman, à vous la parole. Alors, Ayman, donc, je vous laisse se présenter. D'accord. Donc, bonjour à tous. Je me présente. Je suis Emem Zdiwi, responsable achat au niveau de MN10, qui est une filiale de Veolia. C'est-à-dire, on opère au niveau du Maroc, au niveau du nord du Maroc. On fait notre activité principale, c'est la distribution d'eau et d'électricité, bien sûr, tout en s'occupant de l'infrastructure et tout. Donc, je pense qu'on démarre le webinaire. Et est-ce qu'on peut passer au slide D'accord. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, c'est-à-dire, on peut dire la relation entre les achats responsables et bien sûr l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, nous allons explorer en profondeur comment MN10, qui est une filiale du groupe Veolia, intègre les principes de responsabilité sociale des entreprises, bien sûr, dans ses pratiques achats, et comment cette approche favorise l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, on passe au slide suivant. Donc, non, avant, d'accord. Donc, la responsabilité sociale des entreprises, bien sûr, c'est un pilier fondamental chez le groupe Veolia. Donc, c'est bien plus qu'un simple. Ayman, ça coupe. Ça unifie bien sûr réellement la RSE et bien sûr, c'est un concept qui est innovateur avec la sortie bien sûr de l'ISO 20400
très récentes et bien sûr, qui nous permet bien sûr d'identifier bien sûr les lignes directrices. Donc, on peut dire que la RSE est un engagement qui est profond, qui incite les entreprises à adopter une approche holistique de leur activité en tenant compte non seulement de leurs objectifs commerciaux, mais aussi des implications éthiques, sociales et environnementales, bien sûr, de leurs décisions. Donc, cela signifie que nous considérons l'impact global de nos opérations, au-delà des aspects, bien sûr, strictement financiers. C'est-à-dire, on ne va pas voir au niveau de nos achats ce qui est le moins disant et essayer de gratter, de négocier le maximum, mais il faut avoir cette approche, bien sûr, de la durabilité et de donner les justes prix et bien sûr favoriser tout ce qu'on fait au niveau de l'achat local, c'est-à-dire l'économie locale, essayer d'intégrer les petites PME et tout, pour bien sûr dynamiser notre activité au niveau local. Donc au niveau, dans le domaine des achats, donc la RSE revêt d'une importance bien sûr particulière. Donc les décisions d'achat peuvent avoir des répercussions considérables sur l'environnement, les droits de l'homme, les conditions de travail et bien sûr d'autres dimensions sociales. Donc, en intégrant des principes de RSE dans nos processus, on s'engage à promouvoir des pratiques éthiques et durables tout au long de notre chaîne d'approvisionnement. Donc, nous avons bien sûr adopté une approche proactive en matière d'achat responsable. Donc, on reste dans le slide d'avant. Hind. Ça, parfait. Donc, nous avons bien sûr adopté une approche proactive en matière d'achat responsable, bien sûr qui repose sur des objectifs clairs et des actions bien sûr très tangibles. Donc, notre politique d'achat responsable vise à intégrer les enjeux d'éthique, sociaux et environnementaux dans nos processus d'achat et de gestion avec bien sûr les fournisseurs. Donc, cette approche est ancrée dans 4 piliers dont je vais parler. Donc, premièrement, c'est-à-dire le pilier de climat et l'empreinte carbone. Donc, la réduction de notre empreinte carbone est au cœur de nos stratégies achat responsable. Bien sûr, on fait les calculs des bilans carbone et ça, on l'implique même avec nos fournisseurs. Donc, nous nous efforçons d'identifier des fournisseurs, bien sûr, qui partagent notre engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique. Par exemple, nous recherchons activement des partenariats avec des fournisseurs proposant des solutions innovantes et durables pour réduire bien sûr les émissions de carbone tout au long de notre chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire on fait des séances et on essaye de développer notre produit. Par exemple, comme le projet qu'on a, celui de la reuse, c'est la réutilisation des eaux usées afin de, c'est-à-dire d'arroser le maximum d'espace vert et bien sûr d'économiser l'eau potable. Après, on a le deuxième pilier qui est l'économie circulaire. C'est-à-dire nous nous engageons à favoriser une économie circulaire en encourageant la réutilisation et bien sûr la réparation et le recyclage des matériaux par le biais de partenariats avec des fournisseurs locaux de matériaux recyclés. Et bien sûr, nous cherchons à réduire notre dépendance aux ressources vierges et à minimiser notre impact environnemental, comme le cas, bien sûr, si vous l'avez entendu, de l'usine Renault, c'est-à-dire il y a une collaboration entre Veolia et l'usine Renault. Bien sûr, c'est la première usine mondiale à avoir zéro carbone au niveau des émissions. Et bien sûr, ça, grâce aux achats qu'on fait de la biomasse qui permet d'avoir une énergie renouvelable et en faveur de l'environnement. Bien sûr, le troisième pilier qui est un pilier très important, c'est tout ce qui concerne le droit de l'homme et la conformité. C'est-à-dire, on s'engage à respecter les droits de l'homme et à promouvoir des pratiques éthiques tout au long de notre chaîne. Bien sûr, nous effectuons des évaluations régulières des risques liés aux droits de l'homme, comme on va voir au niveau des audits et RSE qu'on fait. Et bien sûr, la quatrième section, c'est la création de valeur territoriale et bien sûr le sourcing inclusif. Donc, nous croyons fermement en la création de valeur au niveau local et en la promotion de pratiques inclusives au sein, bien sûr, de notre chaîne. Et comment cela on le traduit? Donc, cela on le traduit par notre volonté de soutenir, bien sûr, des fournisseurs locaux et les entreprises, bien sûr, appartenant à des groupes sous-représentés.
notamment les entreprises qui ont des collaborateurs en situation de handicap ou ils ont bien sûr des gérants en situation de handicap. Donc, ça nous fait plaisir d'aider ces entreprises et bien sûr de les aider à se développer. Donc, maintenant, je vais un peu parler de l'audit RSE chez ML10. Donc, cela, pourquoi on le fait? On le fait pour garantir la conformité et bien sûr promouvoir l'amélioration continue. Donc, notre audit, il ne s'agit pas de contrôle, mais en tout début de sensibilisation et bien sûr d'un accompagnement avec les fournisseurs. Donc, nous considérons que ces audits RSE sont comme un pilier essentiel de notre démarche. Donc, ils nous permettent d'évaluer de manière approfondie la conformité de nos fournisseurs aux normes éthiques, sociales et environnementales. Bien sûr, on a plusieurs outils, mais je vais vous en parler de deux. Donc, on travaille au niveau mondial avec le cabinet EcoVadis. Donc, le cabinet EcoVadis, c'est une plateforme d'évaluation RSE indépendante pour évaluer la performance de nos fournisseurs. Donc, il s'agit d'un audit documentaire. Donc, ils évaluaient les quatre dimensions, donc l'environnement, le social et le droit de l'homme, l'éthique et l'achat responsable. Il utilise une méthodologie d'évaluation standardisée reposant sur des critères internationaux de RSE. Bien sûr, ce qui nous permet d'avoir une vision plus holistique de la performance RSE de nos fournisseurs. Je vais vous montrer un petit peu le circuit, comment ça fonctionne. On peut passer au slide suivant. Donc, on commence bien sûr par sélectionner les fournisseurs à évaluer. Donc, et cela, on le fait pour les deux auditeurs RSE, soit avec le cabinet EcoVadis, soit l'audit RSE qu'on effectue, c'est-à-dire en interne. Donc, nous préparons une checklist détaillée sur les normes ISO 26000 et 20400. Donc, on a préparé déjà cette checklist qui nous guide tout au long du processus d'audit, qui nous aide à évaluer la performance de nos fournisseurs dans différents domaines, tels que le droit de l'homme, les conditions de travail et la gestion environnementale. Donc, après avoir rempli et sélectionné les fournisseurs à travers cette matrice de risque, donc on envoie le fichier, bien sûr, à la direction achat groupe, qui, bien sûr, elle envoie le fichier pour commencer à inviter les fournisseurs au niveau local. Donc, on passe au slide suivant. Donc, après que les fournisseurs ils se sont inscrits au niveau de EcoVadis, donc EcoVadis, elle envoie le questionnaire aux fournisseurs. Bien sûr, nous, en tant qu'acheteurs, on fait un suivi avec nos fournisseurs pour les orienter comment répondre au questionnaire et tout. Donc, après avoir répondu au questionnaire, donc, il y a la publication de la note, ce qui est une étude qui est effectuée par le cabinet EcoVadis. Et bien sûr, il nous donne un rapport détaillé avec les actions qui sont urgentes, avec le plan d'action à faire. Et nous, on fait juste le suivi et l'accompagnement avec le fournisseur. Et bien sûr, ils reçoivent une note, soit gold, soit en argent, soit en bronze. Et bien sûr, ça, on le répète chaque année pour, bien sûr, voir une amélioration continue de nos fournisseurs. Maintenant, on passe. Non, on revient. D'accord. Donc maintenant, l'audit RSE qu'on fait nous en interne. Donc pour initier cette démarche, donc on commence lors de nos consultations, c'est-à-dire en amont d'envoyer notre charte achat responsable qui contient l'ensemble des critères et des axes de la norme ISO 26000 et 20400. C'est-à-dire comme si on sensibilise nos fournisseurs. Et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, nous élaborons également une matrice des risques achats pour identifier les fournisseurs présentant les plus grands risques en termes de non-conformité aux normes RSE. Et après, on passe à l'audit documentaire qui est sous forme d'un formulaire qui est rempli par les fournisseurs. Donc, bien sûr, pour examiner les politiques, les procédures, les pratiques de nos fournisseurs. Et après cette étape, on passe aux études sur terrain où nous visitons les installations de nos fournisseurs pour évaluer leur conformité en pratique et tout. Après, on commence bien sûr par la rédaction du rapport et l'identification d'un plan d'action. Donc, après avoir fait ces audits, nous rédigeons un rapport détaillé de nos constatations, mettant en évidence les forces et les faiblesses de chaque fournisseur en termes de RSE.
Donc, en collaboration, bien sûr, avec nos fournisseurs, nous identifions ensuite un plan d'action conjoint. C'est-à-dire, même eux, ils s'engagent sur des actions et ils peuvent ne pas s'engager sur d'autres actions. Et bien sûr, et remédier aux lacunes, identifier et améliorer leur performance en matière de RS. Donc, c'est quoi l'impact réel de ces audits? Donc, comme exemple concret de l'impact de nos audits, c'est l'amélioration des conditions de travail chez nos fournisseurs. Donc, suite à un audit, nous avons identifié des fournisseurs dont les pratiques en matière de conditions de travail ne respectaient pas nos normes éthiques. En travaillant de concret avec ces fournisseurs de très près, nous avons pu mettre en place des mesures correctives, bien sûr pour garantir le respect des droits des travailleurs et améliorer les conditions de travail dans leur installation. Donc maintenant, on va se dire, c'est quoi le lien entre l'achat responsable et l'inclusion des personnes en situation de handicap? Au niveau de Veolia, donc, nous considérons que l'inclusion des personnes en situation de handicap est un pilier fondamental de nos pratiques. Donc, nous croyons fermement que la diversité sous toutes ses formes est une source de richesse et d'innovation. Et nous nous engageons bien sûr à promouvoir un environnement de travail inclusif à tous les niveaux de notre organisation parce que même au niveau d'un indice, on a un taux qui dépasse les 12% des personnes en situation de handicap. Et c'est-à-dire on essaye même d'intégrer chaque année un taux minimal de 3%. Donc, pour avoir un exemple concret aussi, notre engagement, donc dans le cadre de ce programme, nous recherchons aussi activement des fournisseurs appartenant à des entreprises qui ont, c'est-à-dire un taux minimal d'1% de personnes en situation de handicap. Et bien sûr, on fait même un travail en amont et en interne. C'est-à-dire, on a commencé à faire un autre aspect essentiel de notre engagement en matière d'inclusion des personnes en situation de handicap et notre participation des initiatives de sensibilisation et de promotion de la diversité. Donc, par exemple, au niveau du CS Veolia, nous avons récemment organisé la diffusion de Serious Game, c'est-à-dire c'est comme un jeu. Donc, ce jeu interactif plonge les participants dans un environnement de bureau fictif où tous les protagonistes sont en situation handicap. Donc, l'objectif de cette initiative était de sensibiliser nos collaborateurs et nos partenaires aux défis auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap, tout en mettant en lumière le fait que 80% des personnes en situation de handicap sont invisibles, sont des handicaps invisibles et peuvent survenir à tout moment au cours de leur vie. Donc, en outre, nous avons bien sûr organisé une multitude d'activités ludiques et éducatives dans différentes régions de notre entreprise en France et au Maroc. Donc, par exemple, l'escape game qui a été organisé au siège. Et bien sûr, dans d'autres business units, il y avait des cartes à gratter avec des questions-réponses sur l'handicap ont été distribuées. Et il y a eu, si je me rappelle aussi, un atelier qui s'appelle Chaussée 20 handicap, qui a été proposé par l'une de notre BU, donc permettant aux participants d'expérimenter pendant quelques minutes ce que cela fait de vivre avec un handicap. Donc ces initiatives ne se limitent pas à des événements ponctuels, mais s'inscrivent bien sûr dans une démarche continue visant à promouvoir une culture d'inclusion au sein de notre groupe et au sein de notre écosystème de partenaires commerciaux. Bien sûr, en célébrant des événements tels que la Journée internationale des personnes en situation de handicap, on le fait le 3 décembre. Donc, nous réaffirmons notre engagement, bien sûr, en faveur de l'inclusion de la diversité. Donc, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Donc, bien sûr, la relation entre l'achat responsable et l'inclusion des personnes en situation de handicap est au cœur de notre stratégie et on essaie à chaque moment de faire notre possible pour aider le maximum d'entreprises et de personnes qui se battent pour cette cause. Donc, je vous remercie énormément pour cette occasion de partage et je remercie aussi l'association RCEPD,
et l'ensemble des participants qui ont assisté à ce webinaire. Donc, si vous avez, je pense, des questions, on est là pour y répondre. Merci, Monsieur Msdioui. Et je pense que nous l'avons parfaitement compris, que ceci entre dans le cœur des préoccupations de votre entreprise, surtout après cette présentation bien éclairée sur les meilleures pratiques adoptées par votre organisation dans ce sens. Et j'espère que ceci, je l'ai dit au début, au niveau de l'introduction, j'espère que ceci va inspirer d'autres organisations à adopter ces pratiques. Et j'aimerais aussi revenir, s'il vous plaît, sur l'intervention de Madame Joël, qui était une présentation, un cadrage fondamental très important on va dire, pour éclairer ce qui est venu par la suite, c'est-à-dire ce cas, d'accord, ce cas d'entreprise euh, euh, très réussi, on va dire, en termes de… Donc, Madame Joël, vous avez fait un cadrage théorique qui a touché plusieurs aspects très importants, on va dire les lois, les enjeux, les thèmes couverts par ces achats responsables. Et ce qui a ouvert un petit peu on va dire, animer la fin de notre audience à poser des questions. Donc, je vois aussi que vous avez déjà commencé à répondre au niveau du chat, mais j'aimerais, je ne sais pas si vous pouvez repartager aussi ces réponses, parce que je pense que la vidéo sera enregistrée. Et il y a une autre cible, d'accord, et une autre audience à cette session qui va regarder la session après, et je pense que le chat n'est pas visible au niveau de l'enregistrement. Donc, D'accord. Ouais. donc, donc je vais refaire une petite synthèse de ce qui a été partagé par l'audience. Donc, Madame Radia pose une question relative au de droit de vigilance des sociétés. Monsieur Camara pose une question et souhaite savoir s'il y a des possibilités de réduire les problèmes liés à la marginalisation des Monsieur Félix pose une question. Comment organiser une intégration des handicapés dans des structures éducatives inadaptées en Afrique? Monsieur Souleyman, qui est de Dakar et qui tient à le préciser, est-ce qu'il y a des entreprises filiales ou nationales au Sénégal qui pratiquent ou ont intégré l'achat responsable dans leurs pratiques? D'accord. Ok. Alors, oui, je vais répondre aux différentes questions. Donc, ce que j'ai répondu sur la loi, sur le devoir de vigilance, donc c'est ce qui est aussi dans la présentation, mais c'est que ce qui s'est développé depuis 2017, en gros, hein, c'est le développement de lois nationales et maintenant de directives européennes relatives au devoir de vigilance des entreprises. Et devoir de vigilance, donc c'est une obligation de vigilance qui couvre toute la chaîne d'approvisionnement et toutes les filiales dans le monde entier, et pas seulement la structure de l'entreprise en France. Donc, ça vraiment accroît sa responsabilité au niveau de son activité globale. Et ces lois couvrent en fait le développement durable, ou plus précisément, donc les droits humains, le respect des droits humains par l'entreprise, par ses fournisseurs, par ses filiales dans tous les pays, et le respect de l'environnement. Voilà, donc ça, c'est le devoir de vigilance. Et puis, je vais pas revenir dessus, mais j'ai expliqué en fait les piliers du devoir de vigilance, comment une entreprise mettait en place son obligation de devoir de vigilance. Donc là, je parle des entreprises donneuses d'ordre. Donc ça va être plutôt des entreprises européennes, hein, puisque la loi est européenne, mais ça va couvrir donc les chaînes d'approvisionnement en Afrique. Donc je vais dire que je passe à la seconde question maintenant. Donc il y avait une question intéressante du Sénégal, c'est est-ce qu'on a une cartographie, est-ce qu'il y a des entreprises qui pratiquent, je vais essayer de la retrouver, qui pratiquent qui pratiquent ou intégré l'achat responsable dans leur pratique. Alors, Souleymane, je dirais qu'il y a des entreprises internationales au Sénégal qui forcément l'ont fait parce que c'est un engagement
de leur société au niveau global. Hein. Donc, je ne sais pas, par exemple, ça peut être Auchan au Sénégal. Je suis sûre qu'ils doivent avoir des pratiques d'achat responsable. Sinon, vous pouvez aller frapper à leur porte et leur dire qu'il faut le faire. Et puis après, sur les listes d'entreprises fournisseurs, ben là, toute entreprise peut prétendre à vendre quelque chose à des donneurs d'ordre en Europe, enfin à la base, hein, il n'y a pas de restriction. Donc après, il faut voir celles qui ont des produits appropriés et ainsi de suite. Et après, en fait, le constat donc, d'entreprises, d'agences de développement, hein, je disais au début, j'en connais au moins 2 qui ont ce constat-là, c'est de dire que les fournisseurs africains ne sont pas assez intégrés dans les chaînes d'approvisionnement mondialisées et qu'il faut les aider à construire leur RSE pour leur permettre, comme un facteur leur permettant de s'intégrer dans ces chaînes mondialisées. Ce n'est pas le seul, hein, il faut vendre des bons produits, de la bonne qualité, mais leur pratique RSE leur permet d'utiliser le levier des achats responsables. Alors, on avait fait une cartographie, une étude, là je parle en tant qu'ex-RSE et PED, mais on a fait une étude sur le sujet pour cartographier ces entreprises. Sinon, à la base, vous prenez un secteur et puis qui va peut-être être plutôt assez fort au Sénégal. Vous regardez les entreprises et vous essayez de voir, d'après leur site web ou en les contactant, si elles ont des pratiques RSE et qui peuvent leur permettre d'être dans des chaînes d'approvisionnement mondialisées. Donc ça, voilà. Après, il y avait une question très intéressante sur organiser l'intégration des personnes handicapées dans des structures éducatives inadaptées en Afrique. Donc ça, toujours dans le projet Entreprise et Handicap, pour justement, ça avait été identifié comme un frein aux achats responsables et en fait, le fait d'utiliser les achats responsables comme un levier pour l'emploi des personnes handicapées chez les fournisseurs. Peut-être ça peut être l'objet d'un partenariat en fait entre un donneur d'ordre et un fournisseur, c'est de former des personnes handicapées pour pouvoir ensuite les intégrer dans l'entreprise. Donc, ça, c'est une possibilité peut-être de projet. Et il y avait une dernière question qui était de Radia sur les normes. Donc, en fait, il y a la norme ISO 20400, c'est une norme qui s'adresse aux entreprises donneuses d'ordre. Ce n'est pas pour les fournisseurs. Donc, c'est plus, admettons, Renault qui va acheter au Maroc ou ailleurs, qui devra démontrer qu'elle a une pratique achat responsable et qui pourra utiliser cette norme à cette fin. Et ensuite, sur les autres normes, ou labellisation ou certification, ce n'est pas des obligations en tant que fournisseur. Mais par contre, quand vous avez une évaluation EcoVadis ou un audit sur site et autres, avoir de tels labels et certifications va aider à démontrer pour le fournisseur qu'il a des pratiques responsables. Voilà, je crois que j'ai répondu à tout. Merci, merci beaucoup, Madame Joël. Monsieur Mziwi, Monsieur Ayman, si vous souhaitez aussi contribuer au débat, il y a aussi, surtout par exemple, aux questions relatives de Monsieur Ounibou, qui nous parle qui pose une question par rapport au rôle des syndicats d'entreprise pour soutenir la démarche d'achat responsable et la prise en compte du handicap dans la démarche RSE. Et puis aussi les avantages, Radia nous pose une autre question par rapport aux avantages pour les entreprises qui s'engagent dans la RSE. Voilà, qu'est-ce que Veolia a gagné quand elle s'est engagée dans la RSE? Monsieur Mziwi. D'accord, donc je vais commencer par répondre à la question, c'est-à-dire le rôle que joue un syndicat. Bien sûr que ça reste un rôle très crucial dans le soutien de la démarche achat responsable et bien sûr dans la prise en compte de cette question. Donc, bien sûr, ça commence bien sûr par la sensibilisation à l'information. Donc, les syndicats peuvent sensibiliser les travailleurs, les employeurs à l'importance de l'achat responsable et de l'intégration des personnes en situation de handicap dans les entreprises. Bien sûr, ils peuvent avoir un levier qui est très important, une force, qui est une négociation collective. C'est-à-dire peut inclure des clauses spécifiques dans les conventions collectives liées à l'achat responsable et à l'intégration des personnes en situation de handicap. Quoi d'autre? Ils peuvent bien sûr participer aux instances de gouvernance, c'est-à-dire des entreprises, et essayer de convaincre la direction
et le comité décisionnel de cette politique. Et bien sûr, ils peuvent promouvoir les bonnes pratiques s'ils en ont déjà quelques-uns au niveau de leur structure. Donc, cela permet de donner des exemples et bien sûr de motiver la direction à aller plus de son côté au niveau RH. Donc, j'espère que j'ai répondu à la première question. Au niveau de la deuxième question, donc, au niveau des avantages, au niveau de Veolia, bien sûr, Veolia, il se considère comme le leader de la transformation écologique, c'est-à-dire c'est-à-dire son attention se focus beaucoup sur tout ce qui concerne la, la RSE. Bien sûr, ça va avoir plusieurs avantages comme l'amélioration de la réputation de la marque. Bien sûr, les entreprises qui sont engagées dans la RSE sont souvent perçues de manière plus positive par les consommateurs, surtout en France. Donc, les investisseurs, les parties prenantes, euh, c'est-à-dire peuvent être convaincus d'investir dans des entreprises qui ont cette cause. Quoi d'autre? Bien sûr, ça peut leur aider à accéder à de nouveaux marchés et à des opportunités commerciales. Par exemple, il y a plusieurs projets en ce qui concerne les énergies renouvelables, surtout au Maroc et au Moyen-Orient maintenant. Donc, il y a tendance à s'orienter vers des entreprises qui sont responsables et qui ont des projets innovants dans ce sens. Et bien sûr, ça permet même une attraction c'est-à-dire et rétention des talents, c'est-à-dire l'entreprise a une facilité de recruter les meilleurs talents vu que c'est une entreprise qui respecte, qui favorise tout ce qui est social et tout ce qui est, c'est-à-dire environnement de travail. Et bien sûr, ça permet d'avoir une avance, une différenciation par rapport aux concurrents, vu qu'ils investissent beaucoup dans la recherche et développement. Donc, ça permet à l'entreprise d'avoir, c'est-à-dire un pas en avant par rapport à ses concurrents. Très Donc, bien, j'espère que j'ai répondu à l'ensemble des questions. pertinemment. Merci, Ayman. Merci, Avec plaisir. Joël, pour la pertinence de vos interventions. Et je remercie l'audience aussi pour la qualité des réactions et des interventions. Euh, je- nous avons donc entouré le sujet de ces différentes facettes, on va dire, fondamentales, ce qui a été présenté dans le cadre d'un cadrage présenté par Madame Joël. Nous avons, mais éclairé aussi par des cas pratiques de différentes entreprises qui nous a permis de mieux cerner et de mieux comprendre l'application de ces différentes facettes. Nous avons vu un cas, on va dire, réussi d'une entreprise qui s'est profondément impliquée et vu aussi les résultats, que ce soit pour l'entreprise, mais que ce soit pour les personnes impliquées. Et donc, nous avons deux dernières petites minutes pour conclure. Et donc, je passe la parole au professeur Hint. D'accord, merci beaucoup Hajar pour l'animation et merci infiniment à l'ensemble des participants, aux intervenants pour leur générosité, donc leur temps. Donc, il y avait beaucoup de questions sur d'autres thématiques, soit qui ont déjà fait l'objet de webinaires passés que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube de l'association RSE-EPED, mais aussi d'autres thématiques essentiellement sur la partie ressources humaines fera l'objet donc de nos prochains webinaires en mars, avril et mai. Donc restez connectés. Donc vous recevrez les invitations via les emails. Donc suivez nos pages sur les réseaux sociaux pour plus d'informations. Et alors voilà, donc je vous remercie infiniment
pour votre patience et on vous donne rendez-vous donc normalement c'est prévu le 8 mars, donc un webinaire sur la question euh, euh, sur des témoignages des entreprises qui ont assuré cette intégration. Donc restez connectés et on vous remercie infiniment pour votre patience, votre temps et au prochain webinaire. Merci. Merci. Merci, au revoir, à très bientôt. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tous les participants et à Eman. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.